On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'irrationalité et l'irréductibilité. On va un petit peu introduire ces notions-là avec quelques exemples, sans aller trop loin pour l'instant, parce que ces sujets-là, notamment ce qu'on va aborder spécifiquement dans ce cours, est profondément en lien avec ce qu'on appelle l'arithmétique. Mais l'arithmétique, c'est une branche des mathématiques que j'aimerais plutôt introduire plus tard, comme un petit peu ce qui est fait en maths experte. Donc on le fera vers la fin du programme. Mais là, j'aimerais quand même introduire certains éléments sur la notion d'irrationalité et d'irréductibilité. Et on va voir même qu'il peut y avoir un peu de lien entre les deux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec le premier exemple qu'on va considérer. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'irrationalité, mais ça ne va pas nous empêcher de parler d'irréductibilité. Et puis, dans la seconde partie du cours, on introduira plus spécifiquement cette notion d'irréductibilité avec un exemple de nombre irréductible. Alors tout d'abord, pour l'irrationalité, on en avait déjà un petit peu parlé dans un cours sur les ensembles de nombres, mais là on va en parler plus en détail. Donc un nombre qui est irrationnel, déjà c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Et on rappelle qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers, avec bien sûr l'entier au dénominateur qui est non nul. Et du coup, un nombre irrationnel, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous cette forme-là. Et on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de racine de 2. Pour montrer que racine de 2 est irrationnelle, on va passer par un style de démonstration qu'on appelle la démonstration par l'absurde. On va donc supposer que racine de 2 est rationnelle, et à la fin, on est censé tomber sur quelque chose de tellement faux, c'est pas juste faux, c'est tellement faux que ça en est absurde. Et donc cela signifiera que le contraire de l'hypothèse qu'on avait posée sera vrai, et le contraire de l'hypothèse qu'on aura posée, c'est que finalement racine de 2 est irrationnel. Donc l'hypothèse, c'est qu'il est rationnel, et on va donc supposer qu'il est rationnel, et on va voir que c'est absurde, et que donc il est irrationnel. Mais tout d'abord, j'aimerais expliquer la stratégie par laquelle on va passer, et cette stratégie va devoir m'amener à vous parler un petit peu de l'irréductibilité. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que racine de 2 est rationnel, et qu'il s'écrit donc sous la forme d'un quotient P sur Q. Mais on va préciser certaines choses sur ce quotient-là. En fait, ce quotient d'entier, on va préciser qu'il est tel que le nombre au numérateur et au dénominateur soit premier entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire être premier ? Qu'est-ce que ça signifie que deux nombres sont premiers entre eux ? Ça signifie que leur diviseur commun vaut 1. Autrement dit, à part 1, ils n'ont pas de diviseur commun. Pourquoi on parle de ça ? C'est quoi le rapport ? Alors, pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Prenez par exemple la fraction 6 sur 3. 6 sur 3, 6 et 3, ils ont quoi comme diviseur commun ? Ils ont 1, bien sûr, parce que tous les deux, je peux les diviser par 1. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être divisible par un nombre ? Ça veut dire que quand je divise un nombre par un autre, le résultat doit donner un entier. Autrement dit, dire que B divise A, ça revient à dire que A divisé par B donne pour résultat un nombre entier. On en avait déjà un peu parlé dans une vidéo. Donc si le résultat n'est pas un entier, c'est que B ne divise pas A. Vous voyez, il y a des notions de divisibilité, tout ça à introduire, c'est pour ça qu'il y a de l'arithmétique derrière, mais je vous les introduis rapidement ici. Donc 3 et 6, ils ont comme diviseur commun 1, mais ils ont aussi comme diviseur commun 3. Puisque 3, je peux le diviser par 3, puisque 3 divisé par 3, ça donne 1, et 1 c'est un nombre entier, donc ça marche. Et 6 divisé par 3, ça donne 2, et 2 c'est bien entier, donc 6 est bien divisible par 3. Donc 6 et 3, ils n'ont pas que le chiffre 1 comme diviseur commun, ils ont aussi d'autres nombres comme diviseur commun, comme par exemple 3 lui-même. Donc 6 et 3 ne sont pas premiers entre eux. Maintenant, si des nombres sont premiers entre eux, ça veut dire en vérité
une chose bien spécifique. Ça veut dire qu'en fait, la fraction qu'on aura ne pourra pas être simplifiable. Si je vous prends par exemple la fraction 3 sur 5. 3 et 5, ils ont quoi comme diviseur commun? Ils ont 1, puisque 3 il est divisible par 1, et 5 aussi est divisible par 1. Mais est-ce qu'ils ont d'autres diviseurs en commun? On sait que 3 il est divisible par 3. Parce que 3 divisé par 3, ça fait 1. 1, c'est un nombre entier, donc ça marche. Mais est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Parce que si je fais 5 divisé par 3, le résultat, ce ne sera pas un nombre entier. Donc 3 n'est pas un diviseur commun de 3 et de 5. Mais vous voyez qu'il y a une idée derrière. L'idée derrière de dire que leur seul diviseur commun, c'est 1, ça revient à dire qu'on ne peut pas simplifier la fraction. Et oui, si je prends par exemple 100 divisé par 400, je peux simplifier la fraction. Comment? Je divise par 100 en haut et je divise par 100 en bas. Donc si je divise par 100 en haut et en bas, ça va donner 1 divisé par 4. Vous voyez que du coup, on peut simplifier. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que si on a une fraction avec des nombres qui ne sont pas premiers entre eux, on pourra simplifier le quotient, on pourra le réduire. C'est ça l'idée. Et donc si on a une fraction avec le nombre au numérateur et au dénominateur qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'en vérité, on ne peut pas diviser par un même nombre en haut et en bas pour simplifier ou pour avoir une expression de la fraction plus simple, comme dans l'exemple que je vous ai donné avec 100 divisé par 400, peut être exprimé comme 1 divisé par 4. Et là, vous voyez que dans ce cas-là, 100 et 400 ne sont pas premiers entre eux, puisque bien sûr, ils ont comme diviseur commun 1, mais pas que. Ils ont aussi comme diviseur commun 100. C'est pour ça que quand je divise en haut et en bas par 100, ça ne change pas la fraction et le résultat me donne toujours un nombre entier. Donc, on voit que le fait de dire que ici, P et Q sont premiers entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire la fraction, puisque comme leur seul diviseur commun serait 1, dans ce cas-là, je ne peux pas diviser par autre chose que 1 en haut et en bas, pour simplifier éventuellement la fraction. Mais vous me direz, ok, très bien, mais c'est quoi l'intérêt spécifiquement de dire ça? Eh bien en fait, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et c'est ça qui va être la clé de notre démonstration pour montrer que racine de 2 est irrationnelle. En vérité, quand vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que si un nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers, eh bien forcément cette fraction admettra une forme irréductible. Nécessairement. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on a une fraction de nombre entier, soit elle est sous une forme irréductible, telle qu'elle nous apparaît, soit elle est sous la forme d'une fraction réductible, il n'y a pas d'autre choix possible, c'est soit la fraction elle est réductible, soit elle est irréductible. Si elle nous apparaît sous une forme réductible, c'est que par définition, on peut la réduire jusqu'à avoir une forme irréductible, si cette dernière existe. Donc vous voyez que dans tous les cas, la forme irréductible doit exister. Sinon, le nombre ne pourra pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Parce que s'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est que cette dernière admettra une forme irréductible. Parce qu'on aura totalement simplifié la fraction. Et si elle nous apparaît sous une forme réductible, on pourra la simplifier, la réduire, jusqu'à avoir une forme irréductible. Donc la forme irréductible elle est censée toujours exister, pour une fraction d'entier. Et donc si un nombre ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible, c'est qu'en fait, il ne peut même pas s'écrire sous la forme d'une fraction d'entier, en fait. Et donc c'est ça le truc, c'est ça va être le cœur de notre démonstration, c'est de montrer qu'en fait, il n'existe pas de fraction irréductible qui soit égale à racine de 2. Et c'est ça qui va nous amener à dire que racine de 2, du coup, il n'est pas rationnel et que donc il est irrationnel. Donc voilà, c'est un peu une longue introduction, mais c'est nécessaire pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Ceci étant dit, on va maintenant supposer que racine de 2 est un nombre rationnel, qui s'écrit sous cette forme-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler un petit peu cette expression. Je vais mettre le carré de chaque côté. Donc là, quand je mets le tout au carré, bien sûr, je peux distribuer le carré. Donc j'ai déjà fait cette étape-là directement. Et là, du coup, le carré et la racine s'annulent. Alors vous me direz peut-être, pour les plus rigoureux d'entre vous, que
il faudrait mettre la valeur absolue, sauf que, si vous regardez bien ici, on a que ce nombre-là vaut une fraction avec du carré. Donc au pire, ce sera égal à 0, tout ce qui est là. Au pire, ce sera positif. Donc jamais ceci sera négatif, puisqu'on a du carré ici et du carré là. Donc forcément, ceci sera positif ou nul, donc ceci sera positif ou nul, l'un des deux. En l'occurrence ici, c'est 2, donc ce sera positif, mais il n'y a pas de possibilité que ceci soit égal à moins 2, c'est pas possible. Donc on peut s'affranchir de la valeur absolue dans ce cas. Et donc moi, ce que je vais montrer donc, dans le cadre de la stratégie que je vous ai énoncée en introduction, c'est que je vais essayer de montrer finalement que P et Q ne peuvent pas s'exprimer dans ce cas-là comme des valeurs qu'on ne peut pas réduire. En fait, je vais montrer que forcément, P et Q sont des valeurs qu'on pourra toujours simplifier. Autrement dit, je montrerai que si racine de 2 est égale à P sur Q, alors P sur Q ne sera jamais sous une forme irréductible. Donc, c'est ça l'idée. Alors, là, si j'isole P, je vais voir que P au carré est égal à 2 fois quelque chose. Alors, quand un nombre est égal à 2 fois quelque chose, c'est qu'il est pair. Parce que c'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit comme... c'est un nombre qui vaut la parité de deux autres nombres. Autrement dit, quand je prends par exemple 14, il est pair. Pourquoi? Parce qu'il vaut la somme de deux mêmes nombres, 7 plus 7. 6, il est pair parce qu'il vaut 3 plus 3. Donc quand je prends une paire de 3, je trouve, quand je fais la somme de ces paires-là, un nombre qui est du coup pair, c'est-à-dire 6. Parce qu'il vaut la somme de deux nombres égaux. Mais 3 plus 3, c'est 2 fois 3. 7 plus 7, c'est 2 fois 7. Donc quand je prends des paires de nombres, le résultat de l'addition de ces paires de nombres vaut un nombre qu'on va donc appeler un nombre pair, parce qu'il vaut la somme de la paire de deux nombres équivalents. Et là, en l'occurrence, P au carré est un nombre pair. Cependant, est-ce que cela signifie que P est un nombre pair? Eh bien oui, pour une raison indirecte que je vais vous expliquer ici. Juste avant, c'est quoi l'intérêt de mettre en avant le fait que P ou P carré soit pair? C'est que si un nombre est pair, c'est qu'il est divisible par lui-même, mais aussi par 2, forcément. Donc ça veut dire qu'on pourra toujours, un nombre pair, on pourra toujours le simplifier par 2. Donc il ne sera pas, si on a une fraction avec des nombres pairs en haut et en bas, c'est que ces nombres-là, on pourra toujours les simplifier par 2. Donc la fraction ne sera pas sous une forme irréductible. Donc, pourquoi le fait de dire que P au carré est pair nous amènera forcément à dire que ce nombre-là est le carré d'un nombre pair? Pour une raison indirecte que je vais vous expliquer ici. On va prendre le cas des nombres impairs. On va supposer que P est un nombre impair. Il s'écrit donc sous la forme d'un nombre pair plus 1. Ben oui, parce qu'on sait qu'il y a une alternance entre les nombres pairs et impairs. 0 c'est pair, 1 c'est impair, 2 c'est pair, 3 c'est impair. Donc on a à chaque nombre pair succède juste après un nombre impair. Donc un nombre impair, c'est un nombre qui vaut 2 fois quelque chose, auquel j'ajoute 1 pour retomber sur un nombre impair. Et donc, forcément, si un nombre est impair, il s'écrit comme ça. Donc si je le mets au carré, ce nombre-là, je vais trouver ceci. Bien évidemment, je développe l'identité remarquable, je factorise par 2. Et si, pour simplifier l'écriture, je dis que tout ceci-là, 2k carré plus k, je l'appelle grand K, pour simplifier, je vais avoir qu'en fait, tout ceci vaut 2 fois grand K plus 1, ce qui est la forme des nombres impairs. Des nombres impairs s'expriment sous cette forme, comme on l'avait dit. Et donc, P au carré est impair. Autrement dit, si P est impair, alors son carré est impair. Mais alors, si le carré est pair, du coup, on est forcément dans l'autre cas de figure. Ça voudrait dire que P est pair. Parce que si on dit que P est impair, mais que P est pair, ça va contredire cette démonstration. On a bien démontré que ceci était vrai. P est impair, donc son carré est impair. Donc je ne peux pas avoir en même temps que P carré est impair et que
P est pair, sinon ça va contredire cette démonstration. Donc si P est pair, c'est que ce sera forcément autre chose ici. Ce sera P carré pair. Du coup, si P carré est pair, ce qui est le cas, alors P est pair lui aussi. Et donc, on n'a que P est pair. Qu'en est-il de Q? Vu que P est pair, il peut s'écrire comme 2 fois quelque chose. C'est ce qu'on va mettre ici. Donc, on a cette égalité qui découle de celle-ci. Hein. P est pair, donc il vaut 2 fois quelque chose. Je distribue le carré. 2 au carré, ça fait 4. K au carré, ça fait K au carré. Je divise par 2 de chaque côté et je trouve que Q au carré vaut 2 fois quelque chose. Donc Q au carré est pair. Donc Q lui-même est pair. Et c'est là, du coup, qu'on en arrive à dire que c'est absurde. C'est absurde, pourquoi? Parce qu'on avait supposé que racine de 2 était un nombre rationnel et qu'il s'écrivait donc sous la forme d'une fraction d'entier irréductible. Mais du coup, cette fraction-là n'est pas irréductible si le numérateur et le dénominateur sont pairs. Parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, on peut réduire cette fraction. Et donc ça contredit notre hypothèse de départ. Et donc on en vient à dire que partant d'une hypothèse, on trouve quelque chose qui contredit cette même hypothèse. Donc c'est que cette hypothèse est fausse et donc que son exact contraire est vrai. Parce que le contraire, l'exact contraire de quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, toujours un petit peu de philosophie dans les maths. Et donc là, on en vient à dire que, en fait, si racine de 2 s'écrit sous la forme d'une fraction d'entier, cette fraction ne pourra jamais être écrite sous une forme irréductible. Donc en fait, ça veut dire que racine de 2 ne peut même pas s'écrire sous la forme d'une fraction d'entier tout court, en référence à ce qu'on a dit en introduction. Et donc il est absurde, on voit qu'il est absurde finalement de dire que racine de 2 est un nombre rationnel, puisque ça nous amène à dire des absurdités, à des choses qui se contredisent entre elles. Et donc, c'est que racine de 2 ne peut être que irrationnel. De toute façon, il n'y a pas le choix. Soit il est rationnel, soit il est irrationnel. S'il est faux de dire qu'il est rationnel, il n'y a pas le choix. Il est irrationnel. Parce que c'est forcément l'un des deux. Il n'y a pas d'autre catégorie que rationnel ou pas rationnel. C'est rationnel ou irrationnel. Si c'est pas rationnel, c'est que c'est irrationnel, tout simplement. Et donc voilà un exemple de nom irrationnel. Il y en a d'autres que vous connaissez bien sûr. Mais là, on a pris un exemple. Et ça permettait aussi d'ailleurs d'introduire la démonstration par l'absurde. Un peu plus de détails sur l'irréductibilité cette fois-ci. Alors, on en a un petit peu parlé juste avant, mais introduisons cette notion un peu plus en détail. Un nombre est irréductible s'il s'écrit sous la forme d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur ne peuvent être divisés par un même nombre autre que 1. C'est ce qu'on a dit. C'est qu'en fait, si une fraction est irréductible, c'est qu'en fait, le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles ensemble que par 1. Il n'y a pas d'autres diviseurs qui leur sont communs. S'ils sont divisibles par d'autres diviseurs, ces diviseurs ne marcheront pas pour les deux. Ils ne marcheront que pour l'un des deux. Donc, leur seul diviseur commun est 1. Donc, on ne peut pas simplifier plus. 3 sur 5, c'est l'exemple qu'on avait donné, on ne peut pas simplifier plus, on ne peut pas diviser en haut et en bas par un même nombre. Parce que par exemple, si on divise par 3 en haut et en bas, 3 il va être divisible par 3, donc on aura bien 1, mais 5 il n'est pas divisible par 3. Parce que 5 divisé par 3, ça va me donner un nombre qui n'est pas entier, et du coup, le résultat de cette fraction elle-même ne donnera pas un nombre entier, donc ce ne sera pas bon. Donc, ici, voilà ce qu'est un nombre, ou voilà ce qu'est une fraction irréductible. Et donc on va par exemple montrer que 1 tiers est un nombre irréductible. Ça peut paraître évident comme ça, mais en fait en maths, même les évidences, on veut les démontrer. Donc cassons-nous un peu la tête. En fait on va voir que c'est pas très compliqué. Ça d'ailleurs, je vous le donne quand même en indication. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'il faut les démontrer quand même, une façon de faire, c'est de procéder par l'absurde. Parce que justement, vous avez déjà l'indication que le fait de dire que ce nombre est réductible, ça paraît déjà absurde. Donc procédons à une démonstration par l'absurde pour montrer qu'effectivement c'est le cas. Et là, vous aurez démontré de façon rigoureuse que
effectivement, un tiers n'est pas un nombre réductible et que donc il est irréductible. Donc on va supposer qu'un tiers est réductible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il existe alors une forme plus réduite de 1 tiers. D'accord? Puisque par exemple, si je vous dis par exemple 12 sur 4, est-ce que c'est une fraction qui est réductible? Oui. Parce que je peux réduire encore cette fraction. Si je divise en haut et en bas par 2, je vais avoir que 12 sur 4 sera égal à 6 sur 2. Donc vous voyez, on a une forme plus réduite. Et donc 6 sur 2 est une forme plus réduite de 12 sur 4. Par contre, 3 sur 5, vous voyez que je ne peux pas le réduire encore plus. Et donc là, si on dit qu'un tiers est réductible, c'est qu'il existe une forme plus réduite de 1 tiers qu'on va appeler A sur B. Ce sera la forme réduite, avec B différent de 0, bien sûr. Et bien sûr, on sait que 1 tiers et A sur B doivent être égales dans ce cas-là. 12 sur 4 et 6 sur 2, c'est la même chose, parce qu'on a divisé en haut et en bas par la même chose. 12 sur 4, on a divisé par 2 en haut et en bas pour arriver à 6 sur 2. Donc on a conservé le rapport. On a conservé le rapport. Donc on a toujours un rapport qui sera égal à la même chose. 12 sur 4, c'est égal à 3. 6 sur 2, c'est égal à 3. D'accord? Le rapport vaut la même. 12 est 3 fois plus grand que 4 et 6 est 3 fois plus grand que 2. Le rapport ne change pas si on divise en haut et en bas par la même chose, comme on l'avait dit dans d'autres vidéos. Et donc 1 tiers et sa forme réduite sont des rapports qui valent la même chose. Et donc par produit en croix, je vais avoir que B est égal à 3 fois A, et bien sûr si j'isole A, je vais avoir que A est égal à B sur 3. Et donc cette fraction-là, je pourrais la réécrire en remplaçant A par son expression et B par son expression 3A. Et là, on voit qu'il y a une absurdité. Pourquoi? Parce que on avait dit que A sur B était la forme irréductible de 1 tiers. On avait dit que 1 tiers était supposé être réductible. On avait donc dit qu'il existait une forme irréductible de 1 tiers. Mais on voit bien que cette forme, elle n'est pas irréductible, parce que là, je peux simplifier par 3. Et donc, on arrive à une absurdité. En fait, cette hypothèse de 1 tiers réductible nous amène à dire des absurdités, parce qu'elle nous amène à contredire l'hypothèse qu'on avait énoncée comme étant vraie. Et donc, forcément, c'est que le contraire de cette hypothèse est vrai, et le contraire de cette hypothèse, c'est qu'en vérité, 1 tiers est irréductible. Donc voilà. Donc c'est une petite introduction, voilà, comme ça sur l'irrationalité, l'irréductibilité. Ça permet aussi de parler un petit peu de la démonstration par l'absurde. Donc voilà.